l'invitation. Merci, Dr. Krebs. Merci, les JP Jeanne. Juste pour être sûr, est-ce que vous connaissez Gatineau? Non? Ah, je suis content. Je suis le premier de Gatineau ici à Paris, à Sainte-Anne. C'est un honneur. Je vais me permettre de répondre à un peu le lien que vous faisiez entre la Maison des Jeunes. Et c'est une très bonne idée. Hein, au Canada, je pense qu'on est relativement avancé au Canada avec Dr. Mala, les recherches depuis 20 ans, 25 ans. En Australie aussi, ils sont avancés. Ils sont rendus à une troisième mouture, quatrième mouture de l'idée de l'intervention précoce. Et ils font les hubs. Ils appellent ça, je ne sais pas si c'est un mot que vous avez intégré dans votre dictionnaire français, là, mais les hubs, c'est ça, en Australie, c'est les Headspace. Au Canada, le Headspace canadien s'appelle Access Open Mind. Alors, je pense qu'il va y avoir des présentations sur ça à Charlevoix si vous venez en mai. Alors, je fais encore la publicité. Alors, c'est très intéressant. Je voir un peu la perspective de tout le monde et passer en dernier pour modifier mon message dépendamment de ce que j'ai appris. Alors, juste pour vous dire, je suis passé par là il y a 3, 4, 5 années de ça. En passant, vous comprenez bien. Je parle français québécois comprenable. Parce que j'ai commencé à pratiquer il y a 8 ans. J'ai été au CIM. Alors, que vous connaissez bien, le pacte. Il fallait avoir ça parce que c'était une institution, on était comme chez vous, là, asilaire pendant plusieurs années. Alors, c'était l'étape qu'il fallait faire. Et ensuite, on avait des jeunes à 22 ans, étaient déjà chroniques. Alors, c'était un passage naturel à avoir du case management intéressant pour ces jeunes-là qui ne devaient pas rentrer dans ces services. En tout cas, c'est déprimant. En fait, on fait du gardiennage de patients assez malades et compliqués. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé, sans beaucoup de ressources, sans ressources en fait, de façon un peu clandestine, notre PEP en Outaouais, il y a 3-4 ans de ça. Et c'est un changement d'abord idéologique. Hein? Et je pense que vous êtes ici pour ça. Mais à un moment donné, il faut sauter dans le vide. Et pour sauter dans le vide, il faut être passionné, il faut y croire. Et je pense que c'est la chose la plus importante, là. Je pense que tout le monde qui est dans la salle est très passionné par la chose. Il faut un leadership là. Il faut sauter même si on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et à un moment donné, quand vous savez que vous avez à peu près les bons ingrédients, si vous manquez quelques ingrédients, c'est correct. Hein? Je sais que vous êtes français, vous aimez ça, la cuisine. Mais des fois, on peut manger une bonne omelette. Simple, très simple, très simple. Ce matin, j'ai mangé une baguette avec fromage et rosette, là, sans tomates, sans laitue. Ça m'étonnait, mais c'était très bon. Hein? Très, 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 très simple. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous dites, il faut avoir tous les ingrédients, étudier toutes les recettes au monde possible avant de sauter, avant de faire la recette, vous n'arriverez pas. Et vous allez être un peu hypocrite parce que vous dites aux patients de prendre des risques. Hein, de changer, de oser vous écouter dans vos approches, dans vos interventions, et vous devez le faire aussi. Hein, vous devez prendre un risque avec les patients et sauter dans le vide, le faire avec les 2-3 ingrédients que vous avez seulement. Sinon, vous allez manger des œufs à part, en buvant du lait et en mangeant du sel en pincé. Alors, il faut mélanger le tout pour faire une omelette. Voilà. OK, divulgation. On est très fort au Canada à faire des divulgations. Juste pour vous dire, le contenu de mes présentations je pense pas qu'ils sont influencés par ça parce que vraiment la psychoéducation, c'est mon dada, puis la psychoéducation, c'est plus ou moins lié avec la psychopharmacologie. OK, objectif, message à retenir, voilà. On parle d'intervention précoce. Ça commence par la psychoéducation précoce, hein, ou patient education, je ne suis pas trop sûr comment vous le traduisez là. Parce qu'avant toute intervention, avant intervention spécifique, avant de faire de la rémédiation cognitive qui est très, très, très poussée, avant de faire même du TCC, avant de proposer une médication, il faut que la patiente sache le rationnel de tout ça. Hein? Voilà. Alors, sauter les étapes, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été trop étudié, la psychoéducation. Il y a beaucoup plus d'études sur le TCCP, rémédiation cognitive et toutes sortes de choses, même la réalité virtuelle.
mais c'est peu étudié en premier épisode. Sauf McGorry en 95, il a écrit un très bon article que j'ai lu il y a quelques années et c'était révélateur pour moi. Alors, je vous encourage à lire un des premiers articles sur la psychoéducation, sur les premiers épisodes 2015, McGorry. Outils informatiques, on est à l'ère de l'informatique. Pourquoi pas l'utiliser? Hein? C'est pratique. Hein? Vous n'avez pas besoin d'étudier par cœur les recettes pour faire la cuisine. Vous pouvez le prendre en un clic sur Internet. Alors voilà. La psychoéducation, ce n'est pas un dépliant à donner à quelqu'un, c'est travailler. Hein? Il y a personne qui va dire que... on a parlé de soins très complexes. Il n'y a pas de solution facile à ça. Il faut le travailler. Mais il faut avoir les bons outils. Hein? Vous pouvez avoir des bons outils pour faciliter le travail, mais ça ne va pas empêcher le travail de votre part et du part du patient aussi. Voilà, alors on va en parler. J'ai fait un petit retour sur qu'est-ce qu'ont dit les autres orateurs ce matin. C'était intéressant, vous pouvez le noter si vous avez oublié, là, mais Dr. Nordentoff a dit « I don't care okay? ». Elle était très politiquement correcte en disant « Ah non, c'est pas ça que je voulais dire », mais en fin de compte, c'est vrai. « I don't care » du diagnostic, c'est pas important. Hein? Et si je reviens sur ces éléments-là, c'est parce que je veux le greffer à l'idée de la psychoéducation. Parce que la psychoéducation ne devrait pas dire aux patients, regardez, vous avez la schizophrénie, vous avez tant de risques d'être schizophrène, et c'est pour ça qu'on va vous donner une médication pour éviter la rechute. Alors, il y a plusieurs mots que j'ai utilisés qui font peur immédiatement. Le mot schizophrénie fait peur. Le mot rechute fait peur. Les gens sont en déni par rapport à ça. Ils ne vont pas avoir de rechute. Hein? Et en fait, on parle d'intervention précoce. Vous voulez que ce soit très, très, très précoce. Vous n'avez pas de diagnostic. Si vous dites que vous attendez un diagnostic, vous n'êtes plus dans l'intervention précoce. Okay? C'est ça la chose. Alors, c'est inhérent à l'approche précoce. Docteur Connu a parlé de changer le contenu des messages. Oui, absolument. C'est un changement de paradigme. Il y a beaucoup de pessimisme inconscient dans les termes qu'on utilise dans nos approches. Et je ne me souviens plus qui a dit, je pense que c'est Dr. Baki qui disait le risque, c'est d'avoir une cohorte spéciale de patients premier épisode à qui on va juste exposer nos vieux paradigmes, nos vieilles approches. Hein, et on sait que la pathologie est très différente et que les études doivent aller dans ce sens-là aussi, faire des études spécifiques sur des cohortes, ces cohortes-là spécifiques. En passant, une des solutions, et je pense que Dr. Connu n'a pas osé le dire, mais une des façons de former les intervenants, ça serait de les forcer pendant une journée à regarder les vidéos de Dr. Connu 3-4 fois en loop, là, en répétition, étudier tous les messages, parce qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion, et en fait, peut-être d'en faire une dissertation. Et ça, déjà, à mon avis, ça serait une intervention très gagnante. Alors, il était très, très clair aujourd'hui dans son message. Voilà. L'usage des mots est important, quelqu'un l'a dit, Dr. Rinto, c'est vrai. On peut pas retirer les mots qui ont été dits. Dans les études sur la consommation, il y a un message d'espoir qui doit sortir de là. Il faut investir de l'effort, absolument. Et ce sont des problèmes complexes, il n'y a pas de solution simple. Juste pour, si vous voulez aller au Québec en mai, vous pourrez peut-être découvrir les boutiques financées par l'État. En fait, ça va peut-être nous permettre de financer notre système de santé grâce au cannabis vendu. Là. Okay? C'est des vrais... ils le vendent pour de vrai. Okay? Et ça ressemble à ça. C'est pas moi qui ai acheté, c'est ça. Mais le THC, le CBD est bien détaillé. Là. Ça, c'est vrai. Là. Alors, voilà. Ça ressemble à ça. Hein? Mais je ne vous conseille pas de... il y a un sujet non couvert parce que ce matin, on suggérait que j'allais peut-être parler de plein d'outils. Les outils informatiques, il y a des milliers. Hein? Il y a eu un article dernièrement, si vous voulez lire sur le sujet, c'est John Torres. C'est une sommité sur le sujet. Il fait beaucoup de révisions. Il est sur plusieurs boards. Et dans un des articles, il parlait qu'il y avait recensé 10 000 apps, juste des apps, en santé mentale. Alors, vous savez, aux États-Unis, ça doit pondre à chaque 5 minutes un app en santé mentale parce que les gens sont à la recherche de solutions, hein, de réponses.
Et il faut emboîter le pas, il faut offrir quelque chose d'intéressant. Sinon, c'est des apps qui n'ont pas d'appui. Là. Alors, je ne vais pas couvrir l'idée de... Et je pense que c'est vraiment important de se pencher sur l'apport de l'informatique pour avoir une meilleure acuité dans le dépistage. C'est super important. Je pense que Dr. McGorry, Ian Hickey aussi, qui est très impliqué en Australie dans l'usage de la technologie, parle de ces e-cliniques-là où il y a un dépistage, des outils sensibles qui sont utilisés de façon informatique très simple, sous forme de sondage. Et ensuite, il y a le clinicien plus expérimenté qui va faire le travail plus spécifique pour identifier quels sont ces patients-là qui sont plus malades. Et une approche comme ça sauve du temps et beaucoup plus économique et beaucoup plus efficace dans ces études. Alors voilà, vous aviez deviné c'était quoi? Alors ça, c'est plus inquiétant que ça. Néanmoins, tout à l'heure, je vais vous montrer mes outils. Alors, ça, c'est deux images de mes outils. Non stigmatisants, puisque nulle part dans l'outil, vous verrez le mot délire, hallucination. Ça ne résonne pas dans la tête de nos patients. Il faut exprimer les symptômes d'autres façons. Et bon, alors, c'est notre carte d'affaires, en fait, je vous mets comme ça, comme en pot pourri un peu, là, pour que vous voyez. Ça, si les gens veulent prendre une photo, ça peut être intéressant. C'est pas le CARMS, c'est pas le questionnaire très validé, mais ça ressemble un peu à un questionnaire... attends, je vais faire un cheese si vous me regardez. Je fais des blagues. Okay. J'ai un côté histrionique que j'ai réprimé des années. Okay. Alors, c'est pas le CARMS, c'est pas validé, mais de toute façon, vos entrevues avec vos patients, est-ce que c'est validé? À un moment donné... alors, il faut partir de quelque part. Là. Alors, voilà. C'est hyper simple. Encore une fois, si vous voulez faire votre omelette, il y a des outils gratuits, simples sur Internet. Ça, c'est Google Form. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Super simple. Vous pouvez créer votre formulaire en dedans de 2 heures. OK? Voilà. Et quelques images qui encouragent... qui donne un peu une indication, une idée à la famille, aux proches de comment agir. Alors, voilà. Juste pour vous dire qu'il y a plein d'apps, comme je vous avais dit, et aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur la question de l'engagement parce que c'est un défi énorme. Mais on pourrait parler d'outils pour l'auto-soin, la psychoéducation, je vais vous en parler, les détections précoces, l'accès aux soins, il y a même des apps pour dire où aller, où est la clinique la plus proche, très utile. Un peu comme quand vous cherchez le McDonald's le plus proche, c'est très utile. Suivi des symptômes, hyper important, il y a beaucoup d'avenir là. OK? Alors, ça, c'est le parcours que vous redoutez, là, que vous ne voulez pas que les patients aient des rechutes chroniques. On est au premier épisode justement pour éviter un tel dénouement. Vous voulez que ce soit comme ça. OK, ça fait du sens. Alors, quels sont les premiers soins? OK. Je vous ai dit la réponse. En fait, alors avant même de parler de TCCP, rémédiation cognitive, même la pharmacothérapie, on parle souvent de, tu sais, Dr. Correll, c'en est un qui parle beaucoup de premier épisode, mais aussi il nous dit très clairement, il faut de la médication. Oui, absolument, il faut, mais combien de temps? Quelle est la dose? En fait, il y a des patients qui vont nullement vouloir de la médication et il va falloir avoir une approche pour les engager, ces gens-là. Un des orateurs a parlé d'engagement, mais quelle est la recette de ça? Si on avait la bonne recette infaillible à chaque fois, on se casserait moins la tête, vraiment. Là, Si les gens pouvaient se responsabiliser, comprendre dès le début, avec avoir une autocritique parfaite, vous n'avez plus de travail, je pense. OK? Alors, voilà la psychoéducation, l'information avant l'intervention. Des fois, on veut... C'est très intéressant de faire la recherche sur des outils très spécialisés. On publie bien ça. Mais la base doit... Avant de faire une recette très compliquée à la française, il faut savoir faire l'omelette. Voilà. Image empruntée, traduit et modifiée pour mes propres raisons, parce que j'aime ça, m'approprier des idées, les bonifier, les faire avancer. Vous avez vu ça, pour les gens qui font la recherche, et vous connaissez bien ça, là, c'est les stages, les stades de maladies. Et en premier épisode, on s'attarde surtout, c'est les 1A, 1B, surtout les 1B.
Et voilà, et bon, les symptômes ne sont pas très clairs. Hein. Une fois que les symptômes sont clairs, on est trop tard. Hein. L'idée, c'est pas de faire un bon diagnostic dès le départ. L'idée, avec le PEP, il n'y a pas de diagnostic dès le départ. On est dans du transdiagnostic. Okay? Il faut faire des bonnes évaluations, mais il n'y aura pas de diagnostic. En fait, s'il y a un diagnostic, mais ça va mal, parce que le diagnostic, quand on parle de schizophrénie ou de psychose, c'est un indicateur de pronostic. Ça devient un synonyme. Alors, vous ne voulez pas avoir un mauvais pronostic au diagnostic, vous êtes trop tard. Voilà. Alors, on s'attarde à cet endroit-ci quand on parle de PEP, et il y a beaucoup de points de toutes les couleurs qui peuvent tomber dans différentes catégories. Ça fait du sens? Alors, vu qu'on n'est pas dans des algorithmes simples, schizophrénie, il faut de la médication, il faut faire ça, ben, il faut des approches un peu plus vagues qui s'approprient bien, qui s'adaptent bien à cette idée d'approche transdiagnostique. Okay? Et le plus gros problème, c'est au niveau de l'engagement à plein de niveaux. Hein, sur le plan idéologique de la maladie. Personne ne veut avoir une schizophrénie ou une psychose. Sur le plan clinique, il y a plein de défis à ce moment-là. Hein? Comment faire en sorte qu'un patient va initier des soins? Une fois qu'il aura initié les soins, comment faire en sorte que le patient maintient ces soins-là? Hein? Même en tant que chercheur, on n'a pas ces réponses-là. Hein? À l'IEPA, je ne sais pas si certaines personnes étaient là à Boston ou à Milan, mais il y avait des chercheurs qui disaient il faut absolument garder la médication 5 ans. Après, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites après 5 ans? Alors, c'est à vie, en fait, compte, qu'est-ce que vous êtes? Alors, les gens n'avaient pas ces réponses-là. Alors, il faut avoir des réponses très pragmatiques. Il faut les avoir pour soi-même si on veut les partager aux gens. Alors, il y a des obstacles au niveau de l'accès aux soins. C'est pour ça que vous parlez d'implanter ces beaux programmes-là. Alors, comment y arriver? Je pense que... alors, le problème, c'était au niveau de l'engagement. Alors, il faut être efficace pour engager nos patients. Alors, il faut avoir des stratégies humaines, évidemment, mais il faut aller au-delà de ça. On n'a pas beaucoup de temps. Hein? Vous parlez de programmes pour avoir 5 ans, 3 ans, 2 ans de suivi. Bravo. Très bonne idée. Il faut viser ça. Mais en réalité, vous savez très bien que vous avez peut-être juste 5 minutes, 10 minutes pour convaincre le patient que vous allez avoir un impact dans sa vie. Hein? Parce que, veux pas, vous avez peut-être l'âge de leurs parents. Ils ne veulent pas entendre leurs parents. Hein? Je ne sais pas si les jeunes français sont différents des jeunes québécois, là. S'ils écoutent les parents, plus. Je veux dire, ils ne veulent pas nous écouter. Alors, je pense qu'il faut aussi, il y a quelqu'un qui m'a parlé de blouse blanche. Il faudrait peut-être enlever la blouse blanche. Ça serait peut-être dans dans vos guidelines français. Là. Nous, on n'a pas de blouse blanche. Je pense que ça crée une barrière, mais bon. Alors, on a peu de temps pour fidéliser la personne. Alors, il faut apprendre, peut-être que lors du prochain GPJAD, vous devriez inviter quelqu'un dans le marketing. Hein? Comment faire pour fidéliser quelqu'un très rapidement. Hein? Mais c'est vrai. Parce que vous proposez un traitement et ça doit être séduisant. Quelqu'un a parlé d'utiliser ce mot-là, c'est vrai, absolument. Vous devez séduire vos patients, c'est sûr. Alors, comment le faire le plus vite possible, le mieux possible, et vous n'avez pas 3 ans, vous avez juste quelques sessions. Voilà, c'est comme avec la vie, hein, profitez-en au maximum à chaque moment. Okay. Alors, notre capacité d'intervention dépend de notre capacité à engager le patient, et c'est vrai, c'est une population très différente. Patient chronique, patient premier épisode, la symptomatologie est très différente, le syndrome est très différent, c'est pas développé, et bon, les gens ne sont pas exposés à la médication aussi, qui peut changer le syndrome à long terme. Mais c'est aussi en termes d'urgence. Il y a beaucoup moins d'urgence en premier épisode psychotique. Hein, Amal a parlé un peu des ordonnances de traitement au Canada. C'est lorsque le patient a rechuté plusieurs fois. Maintenant, on a un outil incroyable de forcer notre patient d'avoir un traitement. Mais chez les premiers épisodes, on n'a pas d'argument pour dire au juge de forcer un traitement chez la personne. Donc, on est forcé à négocier avec la personne. Et c'est ça qui est intéressant. La cohorte, les soins qu'on veut offrir à cette cohorte-là nous obligent à faire de la décision partagée. Alors ça, c'est très intéressant, je pense. Et voilà. Alors, comment faire en sorte qu'on est en situation précoce d'avoir une crédibilité auprès du patient pour l'allier.
OK, alors, voilà. Alors, négocier, discuter, expliquer, être convaincant. Je ne sais pas si vous avez... j'ai pas lu la littérature sur la psychiatrie en France, mais est-ce que ça se peut que ce soit un peu paternaliste des fois, ou vous êtes beaucoup dans la discussion? Tu sais, et puis ça dépend des sociétés. Là, je lisais des articles sur en Hong Kong. C'est sûr, c'est paternaliste parce qu'ils voient 80 patients par jour. Un psychiatre. Tu n'as pas le temps. Hein, vous n'avez pas le temps. Alors voilà. Alors comment stimuler l'engagement dans les soins? Et en passant, c'est pas parce que le psychiatre doit éviter le paternalisme comme tout le monde dans l'équipe. Hein? On ne peut pas dire l'infirmière ne sera pas paternaliste et la psychoéducatrice ne le sera pas, mais le médecin peut l'être. Non, tout le monde doit avoir ces aptitudes-là cliniques très importantes, indispensables. Alors, comment stimuler l'engagement? Est-ce que le secret est dans la sauce? Oui, il faut être humain, c'est sûr. Alors, il faut tous ces éléments-là. Et ça tombe bien, juste le cadre de l'intervention précoce, s'y prendre à l'avance, vous permet d'avoir le temps. Hein? Si le patient est toujours en crise, bien, vous n'avez pas le temps. Hein? Vous devez être paternaliste. Vous devez le garder à l'hôpital, il n'a pas le choix. Vous devez l'injecter tout de suite. Okay? Alors, la présence, l'accompagnement et tout ça, ça vient avec le modèle. Ça doit venir avec le modèle. OK. Alors, on vient juste d'établir que c'est deux cohortes, deux populations très différentes. Alors, il faut l'approche avec ces patients-là est beaucoup plus dans la négociation. Donc, il faut des outils aussi qui correspondent à ces approches-là. Ça fait du sens jusqu'ici? Oui? Parfait. Alors, on va parler un peu on a ce devoir d'efficacité-là. Comment y arriver? Je pense que pour atteindre les gens, il faut que le message soit sensé. D'abord sur le plan humain, sur le plan philosophique. Hein? Souvent sur le plan quand c'est concret aussi, c'est très utile. Si une personne a besoin d'un logement et vous l'aidez, bon, c'est moins philosophique. Là. Vous offrez un toit, c'est très utile. Mais s'il n'y a pas ces urgences-là incroyables, ben, je pense que la meilleure façon d'accrocher quelqu'un, c'est de l'avoir par les sentiments, c'est au niveau philosophique. Alors, ça, c'est une traduction. Bon, si vous réussissez, vous êtes probablement meilleur que moi au Scrabble. Alors, si vous réussissez à trouver un acronyme plus intéressant, là, comme JP Jeanne, pour parler de ces 5 éléments-là qui viennent en fait de l'Angleterre. Eux, ils ont une conception du recovery très, très avancée. Et eux, leur acronyme, c'est KIM, okay? Qui veut dire Connectedness, Hope, Identity, M pour Meaning, et E pour Empowerment. Alors, j'ai traduit ça par pouvoir d'agir, sens, identité, lien social, espoir. Alors, on n'est pas à l'asile ici, c'est le PASIL, hein? Voilà, comme ça, vous allez vous en rappeler. OK? Voilà. Alors, vous voyez, c'est comme des petites clés qu'on envoie comme ça. Vous savez, vous n'avez pas le choix de trouver des moyens de toutes les façons possibles pour que le patient se rappelle qu'est-ce qui est important. Et le message doit être assez simple, avoir l'air simple, mais très complexe dans le fond. Alors, voici la fleur du rétablissement. D'autres façons pour montrer ça, encore une fois, ben, c'est la pyramide de Maslow, d'une certaine façon. Alors, encore une fois, c'est des concepts existentiels, humains. Il n'y a personne, vous ne pourrez pas avoir d'argument avec votre patient sur « Non, c'est vrai, je ne veux pas de sécurité, je ne veux pas de contrôle, je ne veux pas de confiance, je ne veux pas reprendre le parcours de ma vie. » Alors, c'est des messages infaillibles. Et vous devez avoir des messages infaillibles pour fidéliser, pour accrocher votre patient. Et bon, les images, je pense que c'est utile pour sauver des mots. Okay? Alors, juste au niveau de la médication, on pourrait dire, regardez, je pourrais vous calmer probablement, vous sentir mieux et vous allez vous sentir plus en sécurité. Peut-être que vous ne me croyez pas, mais je vais vous dire, ça a aidé mes autres patients. Je vous offre ça et on s'en parle dans 2-3 jours. Hein, au niveau de la sécurité. Voilà. Alors, il y a toujours une façon d'adapter votre message puisque ces concepts-là sont tellement larges. Ça fait du sens? Hein, vous voyez, le patient est ici, vous pouvez dire, regardez, on dirait que tu es pris ici, tu me permets-tu de t'aider, mais c'est toi qui vas poursuivre après. Regarde, on est tout en arrière de toi. Alors, c'est des métaphores infinies, là. Vous pouvez, tu sais, j'ai eu des idées comme ça, parce que les images ont beaucoup évolué à travers les années, mais j'apprends toujours des façons d'utiliser les outils, un peu comme les Suisses peuvent apprendre de nouvelles façons d'utiliser leur couteau suisse et les améliorer d'année en année. Okay. Alors, proposer des modèles de soins simples et unificateurs. Tout à l'heure, vous aviez parlé de
il faut un cadre. Hein? Puis vous avez parlé de ça très bien, de plein de façons, de plein de perspectives administratives, guidelines et bases scientifiques et tout ça. Mais c'est sûr, il faut un cadre psychoéducatif, unificateur, qui parle de la médication, qui parle des approches psychologiques, qui parle de la responsabilité. Ça, c'est un mot que je n'ai pas trop entendu aujourd'hui. Est-ce que vous osez dire ce mot-là avec vos patients, responsabilité? Des fois, ça fait peur, là. Okay? Mais si le patient a peur du mot responsabilité, bien, utilisez le mot liberté. Pourquoi? Parce que pour avoir la liberté, il faut des responsabilités, c'est sûr. Alors, tu prends les responsabilités, tu vas avoir les libertés. Alors, ça, on revient à Frankel, là, qui voulait construire une statue de la responsabilité à Los Angeles. Alors, ça va peut-être se faire un jour. Alors, ça, c'est l'approche bio-psychosociale responsabilité. Qu'est-ce que la personne doit faire pour sa santé? OK? Petite image un peu cute qui montre qu'est-ce que le patient doit faire. Il y a beaucoup d'activation et prendre soin de soi, voulant dire pas consommer, s'occuper. Les gens qui ne peuvent pas travailler, ben, ils peuvent s'occuper d'autres façons, être responsable, régler ses problèmes. Voilà. C'est le gros bon sens, hein? Mais peut-être que c'est trop simple aussi. Vous voyez des patients très complexes et tout ça, mais les patients en premier épisode, ils sont adolescents, ils sont jeunes adultes. Ces choses-là, c'est la base de leur vie, là. Alors, ils veulent être bien, mais ils ont 5 000 5 000 euros de dette. Alors, ça ne marche pas. Alors, il faut se responsabiliser, il faut se limiter. Alors, juste parler de ça, je pense que c'est déjà thérapeutique. Alors, juste pour vous dire comment moi je l'ai schématisé, dans ce côté-ci, c'est l'activation. Donc, un peu qu'est-ce que le patient doit faire ou devrait faire pour être bien. Et de ce côté-ci, ce que la personne devrait moins faire pour être bien, pas consommer, hein, la drogue. Pas rester des heures devant Netflix. Vous avez ça en France, hein, Netflix? Ah, excusez-moi, je ne veux pas avoir l'air dénigrant, là, mais c'est américain, c'est Netflix. OK, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est l'autre cadran ici au niveau stratégie technique psychologique. Alors, quelques techniques, vous pourrez lire ça en détail plus tard. C'est ça. Voilà. Alors, devoir d'efficacité, on revient sur ça. Et qu'est-ce que j'ai ajouté ici? C'est la façon d'atteindre la fleur, le nectar. Alors, c'est ce cadre-là, unificateur, bio, psycho, social, responsabilité, ce sont les pétales ici, pour arriver à ça. Alors, ce sont les images simples qui peut dire beaucoup de choses. Okay? Alors, vous voyez que ça devient une prescription. Alors, je suis très content, mon niveau on appelle ça la pénétrance au Canada, la pénétrance de l'outil est à 100%. Ça veut dire que tous mes patients ont vu ça, ils roulent les yeux quand ils voient ça, et je suis content parce que le message est redondant, ils savent exactement à quoi je pense, et j'induis un peu le plan d'action de leur tête. Hein? Alors, je leur demande de revenir avec la feuille. S'ils ne reviennent pas, ben, j'en sors une autre et on fait une prescription bio-psychosociale. OK? Et pas seulement moi, je fais. L'équipe le fait, des fois la famille le fait. Vous savez, vous avez des familles aussi qui se demandent qu'est-ce que vous faites avec leur enfant aussi. Ben là, à un moment donné, si vous avez ça dans le dossier, en fichier ou en papier, la famille ne pourra jamais se plaindre qu'on n'a rien fait avec eux. Voilà, d'autres images qui vont avec. Alors, vous voyez, le traitement change. La majorité des patients en premier épisode, même patients chroniques, ne veulent plus avoir de médicaments, n'est-ce pas? Et c'est peut-être possible. En fait, les études montrent qu'il y a peut-être justement 20 à 30% de ces patients-là qui vont devenir schizophrènes, hein, parmi les patients premier épisode, parce que ça va dans le diagnostic est très large. Et c'est possible de diminuer la médication, et c'est peut-être même souhaitable, okay? Parce que le fait que vous pouvez le faire et devient un outil de négociation. Parce que le patient a l'impression que vous voulez lui donner la médication à vie, okay, parce que ça l'a aidé et tout ça. Mais là, tout d'un coup, vous êtes ouvert à ça et tout d'un coup, vous demandez au patient, pour que je puisse diminuer ta médication, il va falloir que vous fassiez ça, 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 ça. Et ça revient aux images que je vous ai montrées tout à l'heure, l'activation physique, mentale et sociale. Et juste pour vous dire, tout ça, comment tu appelles ça?
C'est validé par la science aussi. Il y a un article qui est sorti en 2018 disant que les patients prenaient beaucoup moins de médicaments antipsychotiques lorsqu'ils perdaient du poids et faisaient de l'exercice. Plein d'études qui le montrent. Alors, vous voyez comment ça peut devenir des outils informatiques. Je vais vous montrer ça dans 3 minutes. Avec une flèche qui dit où est-ce que tu es rendu, où est-ce que tu veux te rendre, ici, il va falloir travailler sur ça. Okay? Et ces images-ci disent que, bon, au début des soins en hospitalisation, lors de la prise en charge, l'équipe prend beaucoup de place, mais tu voudrais qu'on prenne moins de place, alors si c'est toi, et il va falloir que tu fasses des choses. Okay? Alors, ça crée une façon de parler aux patients, simple, imagée, pour les amener à une activation qui est extrêmement importante. D'autres images, je ne vous l'explique pas. Okay. Alors, l'approche est très différente. Dans l'approche classique, c'est beaucoup plus pharmacologique. Au moins au Canada, je peux vous dire, on est très dans la pharmacologie. Il faut avoir, quand on est dans l'approche PEP, on est dans les approches transdiagnostiques. Ça doit être intégré, heuristique, travailler sur des cibles de façon indirecte, être stratégique, socio, psycho, existentiel, biologique. Hein, je n'ai pas dit bio-psychosocial. C'est plus social en premier. Okay. Alors, quelqu'un a parlé de coffre à outils. Alors, on a un vocabulaire très semblable. Le coffre à outils, à mon avis, c'est ça. Et il faut y peupler, il faut y mettre des outils plus spécifiques. Okay. Alors, vous pouvez... ça fait du sens qu'un outil qui peut bien fonctionner est un outil qui permet une interaction respectueuse, qui est flexible, qui permet d'avoir une réponse immédiate au problème, qui est concret, simple, sensé, répond à un besoin ou des besoins. Hein? S'il y a des gens qui sont en MBA ici, en management, en business, ils diraient ça fait du sens, c'est ça qu'on veut chez un produit ou une publicité. Okay? Alors, on s'aperçoit que alors il y a des choses qui s'apparentent au contenant, au contenu d'un plan personnalisé. Alors, regardez très bien, il y a le mot qui change ici. Juste pour vous dire que dans la psychose, il y a des lacunes cognitives, de la méfiance qui est inhérente à la maladie, et il faut aussi les mêmes qualités pour pouvoir régler ou aborder cette méfiance, cette inhérente-là à la maladie ou les lacunes cognitives. Alors, le message qui est très simple, sensé, va aider à ça aussi. Voilà, l'interaction respectueuse. C'est le gros bon sens. Alors, vous voyez très bien qu'il y a des éléments qui se rapportent beaucoup plus aux attitudes personnelles de la personne, hein, de l'intervenant, et peut-être des éléments d'un bon outil, d'un bon outil de marketing, d'alliance, d'engagement, qui est un peu en lien avec l'outil. Bon. Alors, aptitude personnelle, alors en engageant votre personnel, vous devez voir un peu à quel point la personne est capable, grâce à sa façon d'être, de sécuriser, d'établir un lien, capable de normaliser l'expérience, faire de l'enseignement, accompagner, restaurer l'estime. Okay, d'autres aptitudes. Alors, sur ça, d'autres personnes en ont parlé, je vous laisse lire. Il y a des aptitudes à avoir, là, je vous dirais. Et il faut prendre le temps aussi. Hein, on peut dire, vous avez les meilleurs outils au monde, vous allez être hyper efficace, mais il faut laisser le temps à la viande de cuire. Okay? Et on peut pas faire je ne vous enseigne pas à faire la cuisine ici. Là. C'est une offense. Okay. Alors, quelques autres exemples de préjugés communs. Je pense que Dr. Connu en a parlé. Là. Il faut aborder ça. Hein? Si les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience clinique de la chose, ils doivent l'apprendre très vite et anticiper la chose pour que le patient puisse dire, en bon québécois, l'intervenant est très wise, il est très sage, il sait d'avance. Alors, si vous avez toujours 1-2 pas à l'avance sur la personne, ben, je pense que vous réussirez à avoir un meilleur lien avec la personne. Hein? Et la personne va sentir que vous savez de quoi vous parlez. Alors, il faut sortir de ça. Il ne faut pas qu'on soit seulement intéressé en leurs symptômes. Il faut être intéressé en la personne, dans son histoire, en la genèse de leurs symptômes. Alors, il faut sortir du DSM, en fait. Hein? Ouais, voilà. Je n'ai pas besoin de vous convaincre sur ça. OK. Alors, il faut que l'outil fasse du sens. Alors, ça, c'est les éléments qui intéressants des outils, je vous dirais. Hein, il faut que tu puisses répondre à ces questions-là. Pourquoi c'est si sérieux? Pourquoi on voulait absolument que tu prennes un rendez-vous à la clinique pour qu'on te voie la semaine prochaine? Mais on veut que la personne s'engage, on veut que la personne soit motivée. Donc, il faut, d'une certaine façon, induire un sentiment d'urgence d'agir. Hein? Il n'y a pas le feu.
Hein, on vous a dit, on est en approche précoce, il n'y a pas le feu encore, mais on voit la fumée, il y a des étincelles. Alors, comment montrer aux patients de façon intéressante, dans un message personnalisé, qu'il faut agir maintenant, il faut faire attention à sa santé, penser à l'hygiène de santé, investir dans sa santé, la prévenir et travailler ces autres éléments-là. OK? Alors, c'est à ce moment-ci, j'ai pensé à mon scénario tout à l'heure. Alors, est-ce que les outils comme ça, vous êtes intéressé par les outils papier? Hein? J'en ai juste 10. Je laisse ça là. Vous allez décider quand vous allez venir les chercher. Parce que si une personne commence à venir, ben les autres vont peut-être venir le chercher aussi. Alors, ça se peut. Hein, vous êtes très sage. Il y a personne qui est venu encore le chercher. Peut-être que juste pour faire l'expérience, est-ce que quelqu'un veut en chercher un? Il va juste en rester 9 après, hein, je vous le dis. OK. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui va venir le chercher et... Non? OK. Et à ce moment-là, hein, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur dire, regarde, je te donne ça, mais je veux devoir quelque chose en retour. Ah. Un bisou. OK. Alors, vous voyez comment on est dans les approches stratégiques ici, là. Et c'est très humain, là. Il commence à y avoir une compétition ici, là. Vous voyez? Et les gens ne peuvent pas commander. La personne doit aller chercher. Il y a des règles. Je mets un cadre. OK? C'est une blague ici. Là. Je vais m'organiser là, pour vous en donner. Mais il en reste 3-4 seulement. Là. OK. Alors, vous voyez que l'expérience vous montre qu'on crée une situation de besoin. Il y a un besoin. Bien, je ne l'ai pas créé. Vous aviez besoin. Vous avez besoin de ça. C'est normal d'avoir des stratégies. Et ça me permet d'avoir un levier tout d'un coup pour aider la personne, pour demander quelque chose, mais qui va en fait l'aider, hein, mais la personne ne le sait pas. Alors, c'est une opportunité. Alors, j'ai eu l'opportunité d'avoir 10 bisous. Alors, il fallait en profiter. Sinon, je perds l'opportunité, hein, parce que je ne sais plus qui est passé les chercher tout à l'heure. Alors, je pourrais pas vous trouver là ça, si vous voulez me dire après. Là, ça. Okay. Alors, vous voyez, alors je fais des blagues encore une fois. Mais pour dire que c'est la même chose en clinique. Quelqu'un va aux urgences, il a besoin... C'est ça que je voulais dire. Voilà, alors c'est une opportunité, il faut le saisir. OK? Non, mais sincèrement, je ne veux pas que vous soyez stressés. J'en ai montré d'autres, là. J'en ai d'autres. Alors, il faut avoir dans son coffre à outils les outils qui vous intéressent. Ce sont les outils... moi, je vais avoir un marteau dans mon coffre à outils, mais ça se peut que vous vouliez d'autres types d'outils. Ça dépend de votre patient, votre façon de travailler avec vos patients. Alors, ça se peut que vous utilisez 0 des outils, ça se peut que vous en utilisez 5, 6. Je peux vous dire, avec l'expérience des 3-4 dernières années, j'utilise toujours les 3, 4, 5 mêmes outils, mais de façon récurrente. Hein? C'est peut-être mieux ça que d'avoir 20 outils. Hein? C'est comme... Si vous avez une garde-robe avec 30 robes, mais vous utilisez une robe par année, c'est moins bon investissement que 3-4 robes, mais que vous allez adorer, vous allez toujours porter. Bon, même chose pour les hommes, pour les souliers. OK? Alors, regardez, vous ne le voyez pas là, mais l'eau gicle ici, là. Hein, et la personne prend une photo. Parce que la personne il n'a pas l'outil pour régler le problème immédiatement. Alors, en approche précoce, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités, il faut saisir à temps, il faut, avant que ça explose, avant que l'eau gèle, il faut avoir le bon outil pour l'utiliser immédiatement pour avoir le plus grand impact possible. Sinon, vous n'allez pas revoir le patient. Alors, un autre outil qui vient avec ça, c'est une imprimante, puisque je vais vous montrer dans 30 secondes qu'est-ce qu'on fait avec ces outils-là qui sont aussi sur Internet. On imprime, on donne un support physique aussi, on n'est pas juste dans le virtuel. Alors, voilà. Alors, j'imprime, c'est une manie pour moi d'imprimer, mettre des couleurs, dire qu'est-ce que tu peux faire. Et vous voyez comment le patient, tout d'un coup, ne voit pas ça comme une responsabilité, mais un sentiment de pouvoir d'agir. Hein? Je peux faire ça pour me remettre, pour ne plus avoir de suivi éventuellement, pour ne plus avoir de médicaments, peu importe quel sera votre message. Hein? Et on écrit les recommandations au fur et à mesure durant l'encontre. Donc, c'est très actif. Okay? Et juste pour vous dire que je pense que c'est intéressant parce que c'est travailler avec le patient. Et c'est le psychiatre qui le fait, c'est l'intervenant qui le fait, tout le monde peut le faire et ça aplanit la hiérarchie. Et ça, c'est intéressant parce que vous voulez avoir un lien avec le patient. Okay? Alors, j'ai appris le latin pendant 4 ans, ça n'a pas été utile à grand-chose, peut-être juste pour ça. Là.
Alors, qui écrit, lit 2 fois. Alors là, encore une fois, c'est utile de l'écrire pour nous. Alors, quelques outils spécifiques, je vais vous montrer ça tout de suite. Là. Alors, il y a l'outil PPV2. Vous avez pris des photos pour savoir c'était quoi le lien. Vous pourrez regarder ça par vous-même après. Et il y a des outils que je vous ai dit que je privilégie, qui sont beaucoup plus très utilisés. D'autres outils qui sont très utiles à avoir quand c'est nécessaire et d'autres outils un peu non spécifiques. Alors, je vais vous montrer ça rapidement pour les gens qui partent immédiatement, juste pour vous dire qu'est-ce que ça peut faire. Vous voyez, vous pouvez jouer avec ça, vous dire, regardez, ça ressemble à ça maintenant, ton traitement. Tu voudrais avoir moins de médicaments, donc il faudrait faire un peu plus de ça. Alors, vous jouez avec. Vous pouvez l'imprimer aussi, le sauver sous. OK? Alors, vous pouvez l'envoyer texto, c'est déjà arrivé que j'ai envoyé par courriel texto. Prescription ici, alors ça peut être... en fait, les jeunes aiment ça, hein? Oui, les jeunes aiment ça. Tu sais, puis... L'idée, c'est de faire différemment. Hein? Dans 3-4 ans, quand tout le monde va faire ça, ça sera plus intéressant, ça sera plus innovateur. Et il faut toujours innover parce qu'il faut surprendre. Hein? C'est pour ça qu'il y a toujours des iPhone 10, 11, 12, 20. OK. Ça peut devenir une prescription ou le schéma de l'état actuel du patient. Hein? Vous pouvez même écrire le nom de la personne et imprimer immédiatement. OK? Ou le sauver sous. Okay? Juste pour vous dire que ça peut devenir une prescription biopsychosociale d'activation. Il y a des gens qui sont très malades, on ne peut pas parler de projet de vie avec eux immédiatement, donc vous pouvez mettre ça à côté. Sinon, peut-être que c'est une fois qu'ils ont travaillé tout ça, mais ils sont rendus là ou travaillé de façon concurrente, leur volonté existentielle est très importante. Vous pouvez taper, qu'est-ce que vous voulez ici, là? Alors, vous voyez, vous me croyez sur ça? Alors, encore une fois, c'est hyper simple, hein? Bon, une fois qu'on sait un peu la programmation de la chose, on peut faire différentes choses, là, mais la structure sous-jacente est toujours la même. Ça, c'est le modèle stress-vulnérabilité. OK? Alors, veux pas, ton grand-père, ton oncle a fait une psychose, il est schizophrène, il y a des temps de risque. L'idée maintenant, tu peux seulement travailler sur les stresseurs. On va diminuer ça au maximum. Donc, le risque, ce sera temps. Donc, tu as besoin de moins de médicaments. Et là, vous pouvez taper qu'est-ce que vous voulez. Okay? Alors, c'est extrêmement pragmatique. Hein? Facteur de protection, facteur de risque, la mathématique très simple. Et le patient avec des lacunes cognitives a besoin de ça. C'est très concret. Il faut que ce soit concret. Alors le patient, il dit, moi dans ma vie, là, vous avez dit qu'il ne faut pas que je sois stressé pour être bien, donc je reste chez moi et je regarde Netflix. Et ils ne se rétablissent pas. Et c'est quelque chose de très vrai, ça. J'ai travaillé pendant 6 ans en patient au CIM. Les patients ne faisaient rien. Leur activité de la journée, c'était de fumer leurs 30 cigarettes par jour. Alors, à un moment donné, il faut induire un certain stress, pas trop pour qu'il tombe en psychose. Alors, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit ici. Alors, il y a une flèche qui dit un peu où le patient est maintenant et où il devrait être. Alors, des idées comme ça. Alors, vous pouvez visiter comme vous voulez. Je vais juste vous montrer. Vous pouvez jouer avec ça, là, le parcours du patient, là, où il est rendu. Vraiment toutes sortes de choses. Taper ici, quelles sont ses préoccupations. Alors, on ne parle pas de schizophrénie ici. Quelles sont des pensées qui deviennent des hallucinations, des pulsions, hein, ces symptômes schneideriens. Vous pouvez jouer avec ça avec le patient. Vous pouvez même parler des théories hypodopaminergiques, hein, juste pour dire, regarde, tu as beaucoup d'anxiété ces temps-ci. Selon nos modèles médicaux, c'est parce qu'il y a trop de dopamine, on va faire en sorte qu'on la diminue. Ou ici, regarde, il faut peut-être un peu moins de médicaments, il va falloir bouger davantage. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les symptômes, c'est Mérité qui disait ça. Symptômes négatifs, ça ne marche pas la médication, ça ne marche pas très bien. Alors, vraiment beaucoup d'outils ici. Alors, ça, je vais vous mettre ça. Là. Ça, c'est pour diffusionner, hein, un gros travail à faire avec vos patients. Je pense que c'est utile pour sentir que la personne, on n'est pas en train de dénaturer la personne, mais on demande à la personne de travailler sur sa maladie qui n'est pas la personne. Des outils ici pour balancer les choses. Okay? Vraiment pas mal d'outils. OK, juste je vais finir avec la conclusion parce que je pense qu'on est arrivé à la fin. Alors, outils le plus utilisé, ça, clairement, tous les jours. Alors, je suis un peu sadique, là, mes patients, ils n'aiment pas ça, mais je reviens tous les jours sur le même sujet. Ils savent que je suis un peu fanatique de la chose et c'est utile. Et l'idée, c'est d'avoir moins de médicaments pour nos patients. Et ça fait dans l'essence aussi. Il y a une étude en Australie pilotée par d'autres personnes et McGorry qui parle de diminuer la médication et ça fait du sens aussi.
Amal a parlé de ces statistiques qui fait beaucoup de sens. Moi, à ma clinique, j'ai choisi d'utiliser cette image-là de l'étude de Niemi Pintari. Il y en a une autre de Starzer 2017 ou 2018 qui parle du cannabis et la genèse de la schizophrénie. Je vous dis, c'est très, très utile. J'utilise presque à chaque jour de façon infaillible parce que c'est légal au Canada. Les Canadiens sont les plus grands consommateurs de cannabis au monde. Vous ne saviez pas? Oui. Ouais. Alors, en fait, je vous propose un cadre ici. C'est rien de révolutionnaire. J'ai décidé de faire 4 carrés que j'ai mis ensemble. Ça devient un grand rectangle. Mais c'est l'approche bio, psychosociale et responsabilité parce qu'il y a cette notion-là parfois que, tu sais, de l'État-providence. Vous connaissez ça, hein? Du médecin-providence, l'intervenant-providence qui va tout faire pour eux. Alors, le patient, tout d'un coup, il devient un peu plus trop gâté. Il oublie qu'il a des choses à faire pour s'en remettre. Okay? Alors, c'est pour ça que l'aspect responsabilité est un peu important, mais j'utilise depuis tantôt le mot responsabilité, mais en fait, c'est un pouvoir d'agir. Le patient peut faire des choses pour aller mieux, pour qu'on arrive à ses objectifs. En fait, je vous propose ça, mais ça peut être n'importe quel outil, en autant que c'est censé, relativement simple et travaillé. Parce que le patient sent que vous êtes là pour lui ou elle. Alors, le travail avec le patient crée le lien, crée un potentiel d'action, donne de l'espoir, donne un momentum de changement, une étincelle qui encourage la personne à retrouver confiance. Alors, voilà. Alors, je vous propose un outil. Et vous savez, des fois, l'outil crée une nouvelle façon de faire. Alors, c'est pour ça que les textos ont pris la place. Je vous laisse lire sur la chose. Rien de trop spécial, mais c'est juste des... en fait, c'est la conclusion, là, qui dit simplement... je vous propose un outil comme ça. Il faut de l'effort, c'est sérieux, ça rappelle ces messages-là très importants, ça revient à des concepts existentiels. Et ça permet aussi, sur le plan administratif, je vais vous dire, quand vous allez commencer, ou les équipes qui sont déjà en place, contrôler le personnel, savoir qu'est-ce que l'intervenant fait avec son patient, c'est très difficile. Peut-être que vous faites quelque chose de très intéressant, mais qu'il y a du clivage et que l'intervenant il a une conception autre du traitement ou de la maladie. Alors, vous allez en avoir. Alors, avoir des outils uniformes, simples, je pense que c'est utile pour faire des suivis comme ça sur le plan administratif. Et on a parlé beaucoup de persistance, persévérance. Ça fait du sens. Et les outils permettent ça, en fait. Si vous pouvez faire de la vérification, la surveillance, voilà. Et je vais vous dire, je vous propose des idées. C'est à vous à les approprier, évidemment. Alors, les adapter, donner sens aux idées. Alors, à notre hôpital, c'est ça, c'est l'hôpital de jour qui nous a dit, qui m'ont demandé d'avoir les images. Alors, ils ont pris ça et ils ont eu l'idée que chaque patient pouvait avoir une épingle qu'ils pouvaient mettre sur le tableau pour décrire leur développement. Alors, ça crée un momentum, un feedback, je pense, relativement intéressant.